Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le grenier de savoir. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Salamatou Sow. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur, vous êtes enseignante-chercheur au département de linguistique à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et votre spécialité, vous êtes sociolinguiste et anthropologue. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Merci beaucoup de m'accueillir dans cette émission. Donc, je suis contente d'y être avec ces étudiants dans cette fameuse bibliothèque de l'Irche. Et je voudrais rappeler quand même que dans le contexte de Niger et de Niamey, c'est un joyau de la place. Et pour aller vite, je peux dire que je suis, comme vous l'avez dit, enseignant-chercheur spécialisé en sociolinguistique. C'est l'étude du rapport entre langue et société, et souvent langue, société et culture. D'où, selon la personne qu'on rencontre, ils se sentent obligés d'ajouter anthropologue à sociolinguiste à cause de la dimension culturelle qu'on étudie. J'ai été formée dans mes jeunes années à Niamey. J'ai été à l'école primaire de la Mordée jusqu'au CE2 et à l'école primaire d'Ayoru où j'ai passé mon certificat d'études et j'ai fait le CEG2 de Niamey et le lycée Kassai. Donc, quand j'ai fait le bac au lycée Kassai de Niamey, le département de linguistique venait d'être créé. Je voulais au départ être interprète. Les langues m'intéressaient, mais c'est surtout, je voyais surtout l'interprétariat avec le français, apprendre 3-4 autres langues. C'était mon ambition. Ensuite, la psychologie, parce qu'à l'époque, vous savez que je pense que c'est toujours ça, il faut décliner 3 choix après le bac de ce qu'on doit faire. Et quand j'ai vu linguistique, je l'ai mis en 3e position. Et comme le département venait d'ouvrir et qu'ils étaient à la recherche d'étudiants, j'ai fini au département de linguistique de l'université de Niamey, où j'ai fait la linguistique générale. Donc la linguistique, c'est l'étude descriptive du langage, de la langue, disons, de toutes les langues humaines. Comment on décrit une langue jusqu'à en extraire l'alphabet, extraire la grammaire, découvrir le lexique. Et après une licence, j'ai continué mes études en France à l'Institut national des langues orientales qui était affilié à Paris 3, la Sorbonne Nouvelle, où j'ai fait un doctorat sur une monographie dialectale. Auparavant, j'avais fait ma maîtrise sur une grande interrogation parce que je me suis spécialisée pour l'étude de la langue Peul. Donc, j'ai fait une monographie, une étude pour savoir la situation du Peul dans l'ouest du Niger. Ça, c'est mon mémoire de maîtrise. Et mon mémoire de 2A, c'était pour comprendre la situation dans l'est du Niger. Et j'ai fait une monographie dialectale pour ma thèse sur le parler d'un groupe nomade de l'ouest du Niger. Donc, cette thèse a été publiée en 2003 par la Société d'études linguistiques et anthropologiques de France. Merci, INELCO, c'est quand même c'est prestigieux, hein, c'est un grand institut en matière d'études des langues notamment orientales.
Et ensuite, vous avez poursuivi, vous avez fait des études postdoctorales à l'université de Lausanne. Et comme vous l'avez dit, hein, vous travaillez sur les peuples et plus particulièrement sur la langue et l'alimentation. Oui. Donc, après l'INALCO, je suis rentrée à Niamey. Le fait d'étudier à l'INALCO m'a mise tout de suite dans les grands laboratoires français. Donc, j'ai été au LACITO, le laboratoire de langue et civilisation à tradition orale, où je me suis inscrite dans le département langue, culture et environnement. Et donc, c'est à partir de ce département-là que j'ai commencé des études sur ce qui structure l'identité des peuples. C'est la langue et c'est le pastoralisme. Et j'ai consacré mon tout premier article à une représentation du lait, donc, qui a été publié dans les cahiers du LACITO, une revue du CNRS. Et rentré à Niamey, j'ai aussi postulé pour les bourses d'excellence à l'époque de l'OPELFU-UREF, et j'ai été à Lausanne pour faire des études de sociolinguistique. Pourquoi Lausanne? Parce qu'on venait d'avoir une grande coopération avec la Suisse au niveau de la faculté des lettres de Niamey. Et comme j'ai vécu au Niger dans une situation multilingue, j'ai choisi la Suisse à cause de sa particularité. C'est un pays où on gère 4 langues, où on parle 4 langues. Donc, voir un contexte plurilingue en Europe m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai fait ce premier travail, axé surtout sur la sociolinguistique dite variationniste. Comment les langues varient dans l'espace. Dans l'espace, et par rapport à ce que je fais au Niger, la Suisse était un terrain pour moi. Voilà, j'étais à l'université de Lausanne, en pays de Vaud, et j'avais Genève à côté. Donc, la partie de la Suisse qui s'appelle la Suisse romande, où on y parle le français et ses variétés. Donc, l'approche interculturelle pour moi était importante. Par rapport à vous avez construit vos recherches autour de la vache et du lait, de la cosmogonie. Expliquez-nous un peu. Oui. Bon, c'est important. Souvent, quand je fais des conférences et que je le dis, ça fait rigoler beaucoup en Europe. Et vous savez, on ne peut pas faire l'économie de l'étude de la vache quand on étudie les peuples. Parce que vous vous souvenez de ce que dit Amadou Hampâté-Bâ, que Dieu a créé la vache. Quand il a créé la vache, il s'est dit à quel peuple je vais confier la vache. Donc c'est ensuite qu'il a créé les peuples pour s'occuper de la vache. Donc ce n'est qu'en suivant la vache d'abord qu'on peut comprendre l'identité, ce qui structure l'identité des peuples. C'est le pastoralisme. Toutes les valeurs, toute l'économie est née autour de la vache. Sans vache, pas de peul. Ok, au départ dans la construction de l'identité, l'autre seconde chose qui structure l'identité des peuples, c'est l'islam, bien sûr. C'est l'islam. Donc, après la vache, il y a eu l'islam comme construction forte. Et au fur et à mesure de mes interrogations, je suis arrivée à m'intéresser au pastoralisme et à l'islam, surtout l'islam confrérique. Parce que d'un point de vue historique aussi, les fondateurs de l'islam confrérique en Afrique sont de culture peul, disons. C'est né dans un contexte peul. Si vous prenez Ousmane Danfodio, c'est un Torodo. Et si vous prenez l'âge Martal, c'est aussi un Torodo. Et donc, je fais ces liens aussi du pastoralisme. Les peuples vivent dans la nature. Comment ils ont été attirés par l'islam confrérique.
comment ils ont adopté facilement ce que les universitaires appellent le soufisme. On va y revenir à le soufisme, c'est très très intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de spécialistes dans ce domaine et donc c'est que vous vous intéressez beaucoup au soufisme. Et par rapport à vos travaux de recherche, je voudrais qu'on revienne un peu à la sociolinguistique, notamment ou bien à la linguistique, la dialectologie. Oui. La dialectologie et la construction des identités linguistiques. La dialectologie, dans l'approche classique, elle fait partie de ce qu'on appelle aussi la sociolinguistique variationniste. Donc, c'est comment la langue change dans l'espace et comment ces changements sont perçus d'un point de vue des sons de la langue, d'un point de vue de la grammaire et d'un point de vue du lexique. Donc, si je prends un Peul, si vous êtes dans l'ouest du Niger pour dire le mot la terre, on va dire ici lady. Mais à l'est, on va dire lesdi. Donc vous avez l'esdi d'un point de vue linguistique. Le se est plus ancien que le ye, qui est un affaiblissement du son. Voilà, donc vous avez dans toutes les langues, en Hausa quand vous dites yuka, le couteau, il y a des Hausa qui disent wuka. Donc ça, c'est selon l'espace, il y a des changements. Comme l'oreille, il y a des peuples qui disent nofru et d'autres qui disent nouru. Donc on le retrouve dans toutes les langues. Par exemple, en Songhai, quand on dit pour la maison hu, et quand les Arma disent fou, c'est des changements d'ordre dialectal. Donc, selon l'espace, il y a un son qui varie. Ou dans la grammaire, vous avez aussi des variations. Par exemple, je viendrai. Dans l'ouest du Niger, on dira miwaran. Mais dans l'est du Niger, ils diront miwarai. Etc. Donc, suivant l'espace, suivant le temps aussi. Voilà. Souvent, oui, on a des approches qui sont un peu historiques. Il y a des formations qui sont anciennes et qu'on retrouve dans la langue, surtout d'un point de vue lexical. Souvent, il y a un stock de vocabulaire qui peut montrer une ancienneté. Est-ce qu'il y a maintenant des études, bien des recherches pour préserver, pour conserver justement ces corpus, ces stocks lexicaux? Tout à fait. La dialectologie, la sociolinguistique de manière générale, elle est très importante parce que comme on n'a pas une histoire de l'écriture très ancienne, les variétés dialectales nous servent de réservoir pour renforcer la langue. Vous savez, si vous voulez faire un dictionnaire, par exemple, qui est nécessaire dans l'enseignement, ou si vous voulez faire une grammaire, les variétés dialectales vous aident à mieux construire, parce que vous avez des changements qui peuvent vous aider à rétablir une forme authentique de la langue. C'est très très important. Je crois que les études des variétés, c'est vraiment une étude fondamentale pour nos langues orales. Il y a aussi les questions d'emprunt aussi, l'emprunt linguistique, parce que on dit par exemple, on a dit langue nationale, est-ce qu'on trouve des cas d'emprunt entre les différentes langues? Oui, il y a beaucoup d'emprunts. Et l'emprunt, c'est une donnée naturelle. Dès que les langues cohabitent, se passe ce qu'on appelle, comment dirais-je, des phénomènes de contact qui font que les langues empruntent les unes aux autres. Donc, il n'y a aucune langue au monde qui soit vierge d'emprunt. Toutes les langues empruntent. Vous savez, quand ici vous dites dans l'ouest du Niger, quand vous dites Tassawal, pour dire une assiette émaillée, c'est un emprunt au français.
Mais si vous êtes même des mots aussi anciens, Kwano, quand vous dites Kwano en Hausa, mais c'est un emprunt, Kwano, c'est un emprunt au Yoruba qu'il a emprunté à l'anglais. Donc vous avez même des chaînes d'emprunt. C'est ça. Quand vous dites en Hausa, Bogoli, dans l'Est, pour une corde, c'est un emprunt au Peul. Donc les langues sont, comment dirais-je, truffées d'emprunts qui enrichissent aussi la langue, parce que souvent l'emprunt on oublie. Par exemple, dans le cas de Kwano en Hausa, personne ne peut penser que Kwano est venu d'une autre langue. Et voilà, vous avez que les Yoruba sont dans le marché, ça influence. Ici, toutes les langues empruntent. Comment sont valorisées ces langues à travers ces corpus? Ça. Donc, pour les langues du Niger, on en est aujourd'hui à 11 parce qu'il y a le Tagdal qui a été exalté en 2019. Donc, on est arrivé à 11 langues. Et bon, c'est une situation, c'est la moins complexe en Afrique. Nos 11 langues, ce n'est rien à côté de ceux qui ont 30, 60 et des centaines. Voilà, des centaines. Donc, c'est nécessaire d'étudier, comment on dit, la littérature orale. Ce que vous venez d'énoncer, les contes, les proverbes, les devinettes, les comptines, sont des véritables trésors, même pour l'enseignement de la langue. Parce que dans ces répertoires-là, vous trouvez tous les enseignements. Vous avez l'éducation à une morale comportementale, vous avez aussi même des enseignements de la grammaire. Même la grammaire, vous avez des formes qui enseignent la grammaire. Donc vraiment, c'est encore un cri, il faut collecter, malgré les contextes d'insécurité, malgré le faible moyen. Il faut continuer à collecter avec les savoirs locaux aussi, parce que tout ça fait partie des choses qu'on étudie. C'est un bagage qui enrichit les formations à tous les niveaux. Je voudrais faire une mention dans cet espace de l'Irche, c'est l'importance de la langue arabe qui est très peu étudiée par rapport à nos langues. Vous savez, l'arabe, toutes les langues du Niger, l'Afrique de l'Ouest en général et même au-delà, se sont enrichies à partir de la langue arabe, à travers bien sûr tout ce qu'il a fallu faire pour l'islamisation. Il a fallu traduire le Coran, les tafsirs dans toutes les langues. Donc traduire, c'est vraiment souvent rentrer dans le mental des peuples. Donc ce qui fait que nos langues ont vraiment été, le mot n'est pas fort, fertilisées par la langue arabe, par la création lexicale qu'il a fallu faire pour transmettre les dogmes c'est pas un mot très, mais tout ce qui est comportement et pratique islamique dans nos langues. Et l'arabe a joué un grand rôle. La gestion aussi de la société. Vous savez qu'avant, nos communautés avaient un chef traditionnel, un imam et un cadi. L'alcali, il a exercé pendant très longtemps. Donc, il recevait des populations qui n'étaient pas lettrées en arabe. Donc, il devait leur expliquer les contextes dans leur propre langue, avec un vocabulaire approprié. Si aujourd'hui on fait des statistiques sérieuses de chaque langue du Niger, on verra que chaque langue a emprunté au moins 40% de son vocabulaire à la langue arabe, voire 70%. Donc ça, ce sont des études à faire.
L'arabe a été pour nos langues un peu comme le latin et le grec pour certaines langues européennes. Et ça, c'est pas bien étudié, c'est pas bien apprécié encore. Le rapport, puisque nos langues, c'est l'adjami par rapport à l'arabe. Et je pense que toutes mes études aujourd'hui, qu'elles soient linguistiques, qu'elles soient du côté des manuscrits, c'est vraiment le rapport arabe-adjami, ce n'est pas encore évalué à sa juste valeur. Donc les emprunts, vous avez parlé d'emprunts tout à l'heure, il y a des emprunts, vous le savez mieux que moi, dans nos langues. Quand un Soraï vous dit Haya, je ne sais pas quel rapport il y a entre on y va, et les variétés d'arabe qui gardent la même chose. Quand un Soraï de Tilaberi vous dit Aïgo Tabouz Douma, et que on vous dit là-bas, je cultive des kabouya. Voilà. Il y a un domaine où il y a beaucoup d'emprunts dans ce langage culinaire. Al-Bassal, en général, partout on a al, on peut soupçonner un emprunt, à la langue arabe. C'est énorme. Mais quand même, ce qui est intéressant aussi, c'est comment chaque langue le fait. Et souvent, j'ai toujours réfléchi à 3 langues. Donc, le Hausa, le Sora et le Fulfulde. Comment on appelle un maître coranique. Ce n'est pas le même mot. Ils n'ont pas créé, emprunté le même mot. Les Hausa disent Malami, de Mu'allim. Alim, Voilà. Le Sora, ils disent Alfaga. Alfaga, c'est qui? Ça vient de quoi? Alfakir? Alif. Alfaga, et les Peuls disent Modibo. Mouadib. Et donc, pourquoi? C'est ça qui est intéressant. C'est que apparemment chaque langue a un rapport particulier à la langue selon sa perception. Selon sa perception, et on va voir peut-être que le Kanuri dit un autre mot, c'est pas le Groumanche dit un autre mot, etc. Et c'est très intéressant. Moi, ces 3 mots, ça fait des années que je réfléchis pourquoi ils n'ont pas pris le même mot et que chacun a perçu dans celui qui transmet le savoir coranique un nom particulier qui représente certainement une de ses qualités. Et à partir de l'arabe. Ça, c'est très intéressant, le mot maître dans les différentes langues. Je voudrais rappeler que nous sommes à l'IRCH, à la bibliothèque de l'IRCH. Et l'IRCH, c'est l'institution qui conserve la tradition orale. Il y a l'IRCH, il y a les services des archives orales qui conservent et qui valorisent des enregistrements et qui sont aujourd'hui numérisés. Et nous avons aussi CELTO aussi qui travaille dans ce sens, qui conserve. Donc, pour les chercheurs, ceux qui veulent vraiment travailler sur ces corpus, sur ces collections, donc il y a vraiment matière. Et en même temps aussi, nous sommes dans la salle Jules, la salle de la bibliothèque a été baptisée salle Jules de Leïa, qui a joué un rôle très très important dans la collecte de cette tradition orale, et aussi toute la construction du CELTO, le développement de cette institution. Alors donc, professeur, pour revenir aux apports de la linguistique, vous avez aussi, dans le cadre de vos recherches, travaillé sur l'alimentation. Alimentation. Oui, j'ai travaillé sur l'alimentation parce que tout simplement en m'interrogeant sur les Peuls. Donc, pour leur identité,
on les situe entre le pastoralisme et la religion. Mais pour l'alimentation aussi, c'est dans la gestion de l'identité. Donc, toute personne qui n'est pas de la culture Peul, qui va dans un espace de culture Peul, va remarquer tout de suite qu'il y a une attitude vers l'alimentation. C'est en étudiant la retenue, pourquoi partout le trait marquant de l'identité des Peuls, c'est la retenue alimentaire surtout. Donc, je me suis intéressée à l'alimentation, aux attitudes, au vocabulaire. Et j'ai découvert que dans les parlers de l'Est du Niger, notamment chez les Wodabé, il n'existe pas pour les humains de verbe manger. Il y a un seul mot, c'est boire. Donc, de manière spécifique chez les Wodabé, l'homme boit. Il ne mange pas, c'est le bétail qui mange. Et donc ça m'a intriguée parce que en tant que linguiste, on met toujours le fait de manger comme dans un vocabulaire universel, quelque chose que tous les peuples peuvent exprimer. Un verbe manger qui s'oppose à un verbe boire. Et pour ce peuple, non, il y a boire. Donc c'est ça qui m'a amené à l'alimentation et au lait, en me disant, en fait, pour des valeurs culturelles, il y a cette retenue alimentaire qui fait qu'on mange peu devant les autres. Et qui fait peut-être qu'on boit plus parce qu'on peut rapidement boire discrètement. Donc, le lait fait partie de leur alimentation quotidienne. En fait, quand le temps est bon, quand les saisons sont bonnes, ils boivent plus qu'ils ne mangent. Donc, le lait est central dans leur façon d'être. Donc, il y a une gestion aussi, comment on dit, de la construction du masculin et du féminin. À travers le lait, je voulais étudier aussi les enjeux culturels féminins. Vous savez, dans le contexte pastoral, le rural, quand vous allez dans un campement, la maison appartient à la femme. Le lait appartient à la femme. L'homme, il est berger. Il conduit les animaux, il les nourrit, quelquefois il traite, mais la traite finie, la gestion du lait est l'affaire de la femme, entièrement. Donc je voulais voir toutes les représentations, le lait en tant qu'aliment, le lait en tant que médicament, le lait en tant que associé à des valeurs esthétiques, donc, etc. J'ai en effet travaillé beaucoup sur le lait et j'ai rejoint la chaire UNESCO sur les patrimoines alimentaires culturels et j'ai quelques publications sur le lait qui est affaire de femmes. Les femmes même disent que nous gérons les bienfaits de l'élevage. Barke durungol, voilà. Kurei wanal barka, kurei wanal barka tirwono, c'est comme ça qu'elle dit ça un peu. C'est très intéressant. Maintenant, par rapport aux langues, justement, il y a. C'est vrai que aujourd'hui, en termes de valorisation des langues et les cultures locales, il y a de moins en moins d'actions pour valoriser ces langues à travers notamment les proverbes.
Parce qu'avant, il y a les comptes, hein, les gens, les parents, avant de dormir, il y a des comptes, récitent des comptes aux enfants en langue nationale. Ouais. Et puis aussi les proverbes aussi. Maintenant, ces trésors linguistiques sont de moins en moins utilisés. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que si je réfléchis un peu à mon parcours, quand à mon enfance dans les années 70, dans tous les villages, ce sont les femmes qui pilent. Donc le dîner. Donc elles le font tard. Et j'ai compris qu'il y avait une fonction. Les contes avaient cette fonction aussi de faire patienter les enfants jusqu'au repas, parce qu'on dînait tard. Et tant qu'on était dans ce contexte rural où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de moulin, les contes avaient cette fonction à la veillée. Chaque soir, il y a un adulte qui raconte des contes. Chaque soir. Mais l'environnement a été modifié. En 1972, on a vu venir le premier moulin. Ensuite, le deuxième, le troisième. Donc, on dort de moins en moins tard. Ensuite, l'électricité est venue. L'eau courante est venue. Donc, ça a modifié un comportement et on n'a pas pu remplacer ça par autre chose. Après, la télé est venue. Après la télé, aujourd'hui, c'est les smartphones. Comment, voilà, jusqu'au village. Comment laisser une place au conte? C'est difficile. J'ai vu que même au village, on raconte rarement de contes. Vous trouvez des vieilles souvent qui de temps en temps rappellent qu'il y a des contes. Les proverbes, on entend plus, mais les contes, c'est le contexte environnemental a distendu les liens dans la famille. Comme il y a de la lumière, personne n'a peur. Les enfants, ils sont dispersés. Il y a de l'eau courante, les femmes sont moins fatiguées. Je veux dire, je ne suis pas contre le progrès, mais il y a eu le progrès où on n'a pas pu gérer le progrès et nos cultures, concilier. Voilà. Que dans les familles, par exemple, on tienne à ce que chaque soir, on dise des contes aux enfants. Parce qu'un enfant qui entend des contes, il réclame tout le temps. On n'a pas su, en tout cas, dans beaucoup de cas, créer le besoin de contes chez les enfants dans les familles. Bon, l'école fait quelques efforts pour réhabiliter le conte. Mais vous savez, il y a vraiment des trésors dans les contes, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et il y a un qui me vient, vous savez, dans toutes nos cultures, là, l'hyène. Elle est fourbe, elle n'est pas très rusée. Mais quand il y a la gourmandise et un jeu, elle est très rusée. Alors c'est un conte, en tout cas, c'est un répertoire du Fouladou. Peut-être qu'on l'a ici. Dit, un jour, on réunit tous les animaux et on leur dit, celui qui compte très vite jusqu'à 10, on lui donnera une chèvre. Et l'hyène dit, mais 10 c'est facile. Elle dit, 10 c'est 2 chèvres et un coq. 2 chèvres et un coq, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça vous rappelle en mathématiques? Les 2 chèvres avec 4 pattes, ça fait 8. Et un coq, 2 pattes, ça fait 2. Hein? Vous avez comme 2 variables. Donc, un mathématicien peut beaucoup réfléchir à ce truc qui paraît tellement simple et qui, une fois, rend l'hyène maligne. Et des contes comme ça, il y en a beaucoup. Je veux dire, chacun peut trouver son conte. Ce n'est pas seulement celui qui enseigne la langue. Il y a, dans le conte, vous trouvez plusieurs choses. Vous avez en mathématiques beaucoup d'histoires sur les nombres. Oui, c'est très intéressant par rapport justement au développement, le progrès, tout ça. C'est vrai que là, on a le fait
d'aller vers les enjeux liés au développement. On a mis de côté certaines valeurs traditionnelles et tout ça. Mais comment est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de rattraper tout ça et essayer de concilier les deux parce que cette tradition, ces cultures sont quand même importantes dans un pays. C'est très important, surtout pour les générations actuelles et futures. Oui, c'est très important. Je pense qu'il faut essayer d'aller, comment on dit, de ce qu'on a sur le plan local, de valorisant pour l'apprentissage et pour l'identité. Aujourd'hui, dans le contexte technologique où on est, c'est réfléchir à comment le mettre en partage. Comment on peut faire un produit qui soit valable pour nous et les autres. Je pense que c'est comme ça. Par exemple, pour diffuser un conte, il ne suffit plus de faire de bouche à oreille. Il faut peut-être créer un support technologique. Je ne sais pas, mettre des images, faire un dessin animé pour raconter le conte, etc. Je crois qu'il faut... On est dans une époque où même le livre n'a pas beaucoup de... donc, on est dans le digital. Donc, c'est voir comment arriver à valoriser ce qu'on a pour... En pensant au partage, peut-être on peut arriver à l'adapter et à le diffuser. Je profite pour rendre hommage à Julde que vous avez évoqué. C'est vraiment quelqu'un qui était très attaché à la tradition. Il avait eu la chance d'être proche de Boubou Hamma. Et toute sa vie, en tout cas, il l'a consacrée. Moi, le Julde que je connais n'avait même pas de vie. Il consacrait tout à la tradition, à ce et aux gens qu'il pouvait encourager et aider. Et je sais que quand j'ai commencé mes recherches, vraiment, Julde a été présent pour me fournir la documentation nécessaire. Et chaque fois qu'il y avait une rencontre au CELTO, il m'avertissait depuis la 2e année à l'université. Et avec lui, j'ai produit mon premier texte en 2e année de linguistique sur les noms chez les Peuls. Voilà. Donc, Julde, c'est quelqu'un de très généreux de son savoir. C'est vrai. Vraiment, je garde un grand souvenir. Et le livre qu'il fait, qui est un grand livre sur... comment dirais-je, la voix Peul, solidarité et bienfaisance sahélienne. C'est un grand livre parce qu'il l'a fait seulement à partir de la tradition orale. Il est bilingue, écrit en Peul et en français. Et je sais qu'il me l'a dédicacé, malgré que je sois une jeune étudiante et tout. Il me l'avait dédicacé en m'encourageant à la collecte de la littérature orale. Oui, c'est très intéressant. Professeur, vous avez aussi vous avez produit beaucoup de publications. Nous avons ici des ouvrages. Et je regardais parmi vos publications, vous avez publié un article intitulé Mots et mots pour décrire la pauvreté. Donc, mots, bien sûr, M-O-T-S et mots, M-A-O-X pour décrire la pauvreté. Oui, c'est un article que j'ai écrit c'était les actes d'un colloque qui s'était tenu à Niamey. Et c'est vrai que en tant que linguiste travaillant sur les langues et sur les valeurs culturelles, j'étais souvent, comment on dit, un peu, je dirais vexée, que toujours l'Occident a le monopole de classer les riches et les pauvres. Et que dans toutes les études,
nous, on avait une place de pauvre. Et donc, j'ai essayé de réfléchir, mais chez nous, comment nous définissons le pauvre et comment nous définissons le riche. Les mots par lesquels on les désigne et les mots de la richesse et de la pauvreté. Alors, j'ai découvert chez nous, la richesse, c'est être bien né. C'est être bien né, c'est ça la richesse. Être bien né dans une société qui vous intègre et qui vous inculque des valeurs. C'est ça. Parce que dans nos cultures, ils disent on ne naît pas pauvre, on devient pauvre. On est riche. On est riche avec un potentiel dans la famille, avec un potentiel dans la vie. Et par exemple, pour beaucoup, ce n'est pas des valeurs matérielles. Parce que pour aller vite, les peuples disent que la vraie pauvreté, c'est manquer d'intelligence. C'est ça la vraie pauvreté, n'est pas discerner le bien du mal. C'est ça la vraie pauvreté. La vraie pauvreté, c'est ne pas tenir compte des autres. La vraie pauvreté, c'est avoir et ne pas partager. C'est ça, la vraie pauvreté. Donc, il y a même des mesures pour décider que quelqu'un est riche ou pauvre. L'indice du développement humain. Je disais toujours, il faut considérer l'alimentation au-delà du ventre. Quand vous faites de la cuisine à quelqu'un, ce n'est pas pour remplir son ventre. Quand vous l'invitez à manger chez vous, c'est pour renforcer vos liens. C'est d'abord ça. C'est pour partager, c'est pour être ensemble, c'est pour renforcer des liens. Et c'est réellement ça. J'aime bien raconter cette histoire. Vous savez, en ville, on devient transformé. Il y a une Soraï qui rend visite à sa... Kongoro dit, l'épouse comment dirais-je, de son beau-frère, et qui arrive, la femme est en ville, elle n'est pas contente, elle voit qu'elle n'est pas contente de la nourrir. Et le jour où elle quitte, elle la remercie. Elle lui dit, tout ce que tu m'as donné, je l'ai laissé chez vous, derrière votre maison. Vous avez compris? Donc voilà, c'est ça. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut partager la nourriture. Parce que la nourriture, c'est du sang. C'est couru. Parce que exactement ce que nous mangeons se transforme en sang et en autre chose qu'on laisse derrière une maison. Donc c'est ça des valeurs qui sont très fortes chez nous. C'est ça. C'est ça. Et le partage, la pire des choses qu'on puisse faire, c'est ça. Enfin, j'ai pris de l'âge, hein. Vous savez, j'ai autour de la soixantaine. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Mais avant, cacher la nourriture pour ne pas donner à ton parent, c'est la pire des hontes. C'est ça. C'est la pire des hontes. Donc, c'est réfléchir vraiment que la nourriture, au-delà du ventre, la nourriture, c'est un lien. Et on mesure souvent la richesse parce qu'il a. On mange tant de grammes de viande, donc on est riche. Hein? On ne sait pas si on le mange seul ou comment. On va à l'école, on a un type d'éducation, on est riche, etc. Je respecte beaucoup ces mesures, mais elles ne tiennent pas compte des autres. Je crois que dans aussi ma foi de musulmane, rejette ce terme de pauvreté. Parce que dès qu'on a la santé, qu'on a ces fonctions essentielles, on est riche. Alors, balancer toujours cette image de pauvreté aux autres, ça m'a révolté. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire cet article, bon, qui est discutable. Parce qu'il y a des gens qui meurent de faim dans la rue, souvent dans l'indifférence, malgré nos valeurs. Mais quand même, je crois que, comme disent les peuples, tout ce qu'on peut compter et qui finit n'est pas de la richesse. Tout ce qu'on peut dire 1, 2, 3, jusqu'à 1 milliard,
ça finit, c'est pas la richesse. La richesse, c'est ce qui ne finit pas. C'est ce qui ne finit pas. C'est ça la richesse. Et elle est dans des mots comme, je ne sais pas, aimer quelqu'un, on ne peut pas quantifier ça. Tout à fait. Avoir confiance à quelqu'un, on ne peut pas quantifier ça. Et beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas quantifier. C'est ça la richesse, c'est avoir une femme en qui on a confiance. La richesse, c'est avoir un ami en qui on a confiance, etc., etc. Parce que le matériel, ça finit. J'ai dit, vous pouvez être directeur d'une grosse société, n'est-ce pas? Vous sortez, vous perdez votre porte-monnaie et votre carte bancaire. Est-ce que vous pouvez dire au secours, ma carte bancaire, au secours? Vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez appeler les gens au secours. Parce que c'est ce que dit Kizerbo aussi. L'argent, c'est bien, mais l'homme, c'est mieux. Parce que quand vous appelez l'homme, il vient. Voilà. Merci, merci professeur pour vos propos pleins de sagesse, ce qui nous ramène au soufisme. Parce qu'on sait très bien que les soufis, tout ce que vous avez dit par rapport le lait c'est l'alimentation des soufis. Et puis aussi par rapport à le rapport au bien matériel, tout ça, ça nous vraiment mène à la vie spirituelle des soufis. Et je sais que le soufisme fait partie aussi de vos domaines de recherche. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. C'est toujours les identités des peuples qui m'ont amené au soufisme aussi. Par leur comportement, aussi par leur conviction. Parce que dans les textes qu'on peut récolter pour étudier les langues, vous avez aussi beaucoup de textes de soufisme qui sont des poésies qui sont des textes liés au juridique, ou des textes liés même à la vie ordinaire, parce que les chouks écrivent beaucoup. Souvent, ils écrivent même sur le quotidien. Donc, c'est la disponibilité de ce bagage intellectuel qui m'a amené à vouloir étudier. C'est un milieu que je connais, dans lequel je suis né et éduqué, mais c'est le potentiel de production qu'il y a dans ces espaces-là. Vous savez, si on fait des statistiques, il y a des espaces de nos régions où les gens écrivent des lettres entièrement en arabe, toujours. Et souvent, c'est des grands échanges aussi intellectuels. Mais nos universités ignorent qu'il y a un monde intellectuel qui est à côté de nous et qui est aussi florissant. L'autre interrogation, c'est qu'est-ce qui a amené les peuples et beaucoup de peuples de l'Ouest africain vers le soufisme. Donc, je pense le fait d'être rural, d'être confronté à la vie dans sa simplicité. Donc, fait que comment on dit, les messages du soufisme touchent beaucoup ces populations rurales. Et par rapport même à leurs valeurs. Comment on dit, le grand principe, je pense, du soufisme, c'est le tawhid. L'unicité. Voilà, savoir l'unicité de Dieu. Et j'ai remarqué dans les environnements qui me sont les plus proches que les gens qui n'ont pas fait des grandes études ni coraniques ni scolaires arrivent à adhérer à la connaissance et à l'acceptation du Dieu unique. Très facilement. Parce que
le monde rural a une forme de vie de liberté. Vous savez, le paysan qui gère sa vie dans le rythme des saisons, qui passe l'hivernage dans son champ, il vit dans la nature avec une forme de liberté. Son champ lui prouve que il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Donc le sens de la ilaha illallah, il le vit. Il le vit à travers quotidiennement à travers sa vie, surtout cette vie champêtre qui donne la naissance de la vie. Chez les Peuls, c'est pareil. Le pastoralisme, c'est une vie de liberté. Donc, la shahada, elle est vite comprise. Enfin, c'est peut-être des réflexions un peu complexes, mais elle est vite comprise. C'est-à-dire, ça ne torture pas un rural de comprendre très vite l'unicité de Dieu. Ça, il comprend très vite aussi la position du messager. Il le comprend très vite. Je vais vous dire des choses que j'ai entendues, par exemple, dans des assemblées de zikr. Une expression d'une femme, qui est une expression courante, elle dit « Irkoy hanan dingetira ». C'est une très grande parole soufie. Mais on le dit dans nos langues. C'est des perles de connaissances que les gens ont, qu'ils savent. Quand Irkoy hanan dingetira. Mais souvent, vous avez des érudits qui cogitent et qui écrivent beaucoup là-dessus sans arriver à voir la portée immédiatement. Donc, pour résumer et pour aller vite, c'est tous ces rapports-là entre la facilité avec laquelle le monde rural accède au principe du soufisme et les productions qu'il y a qui m'ont amené vers le soufisme, et j'ai créé un laboratoire, comme vous le savez, parce que je sais qu'il y a beaucoup il y a des arabisants qui s'occupent de l'islam, et il y a des historiens, mais il n'y a pas de spécialistes des langues qui s'occupent de ces parties-là. Et donc c'est un laboratoire sur les dynamiques linguistiques, intellectuelles et socioculturelles de l'islam. C'est très peu étudié. L'islam est très peu étudié à travers nos langues et nos cultures. Alors qu'il y a une formation qui est entièrement en langue, presque. Il y a des productions en langue, et il y a des comportements de musulmans qui sont vécus culturellement. Voilà. C'est intéressant. Et donc, ce laboratoire, ça va être un cadre vraiment de réflexion, d'échange sur les langues et les rapports avec l'islam. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin, nous qui travaillons sur les manuscrits et sur l'islam, notamment le soufisme. Vous pouvez nous présenter ces ouvrages? Voilà, j'ai amené juste quelques ouvrages dans 3 domaines d'échange. Ça, c'est un ouvrage que nous avons produit en collaboration avec l'Université de Lausanne en Suisse. Vous savez, la faculté des lettres de l'Université de Niamey a eu vraiment dans l'histoire une collaboration vraiment productive avec la Suisse. Et on a fait un ouvrage qui a couvert l'ensemble du Niger sur les pratiques et les représentations linguistiques. Donc on est allé d'Aïrou en tout cas jusqu'à, je me souviens, jusqu'à Tarouaji. Je ne sais pas si on a atteint Bilma. C'est dans les cahiers de l'Institut de linguistique et des sciences du langage de l'Université de Lausanne. C'est un travail sur le Niger avec une collaboration du département de linguistique. Voilà. C'est dans le même style. Les professeurs qui ont mené l'enquête, les enseignants ont participé au mélange.
Donc je tiens beaucoup à la Suisse parce que la Suisse a ouvert, comment on dit, ma dimension francophone. C'est un pays où il y a plusieurs langues. C'est un pays aussi qui est attaché à la vache. Donc, ah oui, c'est vrai. Voilà. Ensuite, les cahiers d'études africaines. Je l'ai amené parce que j'ai écrit un article qui est le plus cherché sur le web. Voilà. Donc, c'est quel article? La construction des noms sociaux. Ah, oui, essai de description de la construction des noms sociaux chez les Peuls. Donc, dans le numéro 63-64 de 2001. Là, c'est une autre collaboration avec l'IRD, l'Institut de recherche en sciences humaines. Donc, c'est une collaboration IRD et les annales de l'Université de Niamey. Ça, c'est par rapport à nos cultures. Et le titre, c'est « Du Zebu à l'Iroko, patrimoine naturel africain ». Donc, où on veut montrer que, par exemple, les animaux ne sont pas des biens uniquement économiques, mais qu'ils véhiculent d'autres valeurs dans les sociétés. Comme, par exemple, certains types d'arbres dans les sociétés de la côte. Donc, c'est très attendu sur plusieurs pays, mais nous sommes particulièrement fiers d'avoir pu faire ça, un colloque à Niamey, et d'avoir produit ce livre à Niamey. Voilà, il y en a d'autres, mais c'est la petite collection qu'on a choisi de montrer entre nos collaborations francophones en Suisse et en France. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous venez de suivre professeur Salamot Sow, sociolinguiste au département de linguistique de la faculté des sciences et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Je vous remercie et vous dis à la prochaine immersion dans le grenier des savoirs. Merci à toutes et à tous. Merci.